Ravi de vous retrouver pour un nouvel entretien dans le cadre du think tank Économie Santé des éco-conférences. Aujourd'hui avec Didier Tabuteau, vous faites partie de ce think tank et vous êtes aussi et surtout responsable de la chaire santé de Sciences Po et vous êtes un des auteurs du manifeste pour une santé égalitaire et solidaire. Alors, merci d'être là. Alors, dans ce manifeste, on va dire que certains vous trouvent un peu sévère, le constat en tout cas est net et tranché et va participer au débat, et c'est en ce sens où c'est une bonne chose. Vous considérez qu'il y a une privatisation rampante du système, que l'accès aux soins est de plus en plus difficile avec les déserts médicaux et les dépassements d'honoraires, et que le service public à l'hôpital est menacé. Alors, ce que vous proposez en quelque sorte, c'est plus de services publics pour les soins de proximité, pour l'hôpital, pour l'assurance maladie, pour la sécurité sanitaire et aussi pour la prévention. Alors, c'est un objectif, mais comment faire alors qu'aujourd'hui, on en est très loin ? Je crois que la première chose, c'est que la santé doit entrer de plein pied dans le débat politique. Et donc les échéances qui viennent sont importantes à cet égard, parce que pendant longtemps, ça n'a pas été un sujet du débat politique. Or aujourd'hui, le système de santé est effectivement dans une situation de rupture, dans une situation de bascule, et donc il faut absolument que les choix qui sont faits, quels qu'ils soient faits en toute connaissance de cause par l'ensemble du corps électoral et des Français. C'est la première chose. Alors après, nous proposons effectivement de mettre fin à un phénomène dans lequel progressivement, par tranches successives, on va transférer de ce qui était pris en charge par l'assurance maladie vers ce qui est pris en charge par les ménages et les assurances complémentaires, toute une part des soins et des biens médicaux. Or, il y a une très grande différence entre l'assurance maladie obligatoire et les complémentaires. Mais vous pensez que c'est une privatisation dans les hôpitaux, dans l'assurance maladie, qui est volontaire ou c'est... Je crois qu'il y a les deux. Il y a le fait qu'au fil des politiques de maîtrise des dépenses, il y a des tranches de l'assurance maladie qui ont été déportées vers les complémentaires, qui ont un mode de financement très inégalitaire et beaucoup plus injuste, évidemment, que le mode de financement de l'assurance maladie obligatoire. Et puis je crois qu'il y a aussi une volonté de certains de dire la concurrence va résoudre le problème du système de santé, et donc il faut développer la concurrence à travers les assureurs complémentaires. De même, pour l'hôpital, le service public hospitalier a été supprimé, a été remplacé par des missions de service public, mais qui sont que sur une petite partie des fonctions des hôpitaux. Dans les textes de loi, avec l'idée que tout opérateur peut remplir les missions de service public et peut remplir les missions de soins de la même façon, quel que soit son statut, son mode d'organisation, son objectif, lucratif ou non lucratif. C'est un choix qui est contestable. Voilà, et vous le contestez, mais est-ce que vous pensez que c'est possible de faire plus de services publics ? Parce qu'il y a beaucoup de lobbies, il y a beaucoup de professionnels qui sont contre, donc l'objectif est clair, et la méthode, vous l'avez ? Alors je crois que c'est possible, et non seulement c'est possible, mais en période de crise, avec des tensions économiques encore plus fortes, c'est nécessaire. C'est-à-dire que l'assurance maladie a l'avantage, pour la partie financement, de rationaliser la dépense et de la répartir plus équitablement, ce qui, dans une période de crise, est fondamental. Chaque fois que vous faites 1 milliard de prise en charge via les taxes sur les mutuelles ou leurs primes ou les complémentaires de quelque chose qui était 1 milliard de dépenses de l'assurance maladie, vous remplacez un financement proportionnel aux revenus, la CSG, par un financement qui n'est pas proportionnel aux revenus et qui va peser sur les revenus les plus modestes. Donc, premièrement, c'est nécessaire. Est-ce que vous voulez supprimer les complémentaires, alors ? Non, pas supprimer les complémentaires, mais leur donner un rôle de complémentaire. Aujourd'hui, sur les soins courants, c'est-à-dire les soins pour l'essentiel de la population, qui sont ni en hospitalisation, ni en affection de longue durée, en maladie grave. La médecine de ville. Ces soins sont remboursés en gros à 50% en France. C'est-à-dire par l'assurance maladie, pas plus que par les complémentaires ou par les ménages eux-mêmes, mais essentiellement les complémentaires. Donc on dit quand on est dans cette situation, on a bien une privatisation, puisqu'il y a la moitié de la dépense qui est prise en charge par autre chose que le service public de l'assurance maladie. Donc vous voulez assigner une nouvelle mission complémentaire ? Assigner une nouvelle mission, la mission qui leur était dévolue d'ailleurs en 1945, quand le ticket modérateur devait être à 20%, c'est ce que prévoyaient les textes, et les complémentaires devaient se cantonner sur ce champ. Alors, sur la médecine de proximité, vous voulez aussi mettre plus de services publics. Ça, c'est les médecins généralistes qui sont des libéraux. Et j'ai l'impression qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord. Alors ça, je crois que d'abord, les jeunes médecins sont très ouverts au fait qu'ils remplissent fondamentalement, surtout les médecins généralistes, une médecine d'intérêt général. Donc on est dans un service public de proximité, certes géré par des professionnels libéraux, mais ça, le service public, personne n'a imposé que ce soit des organisations publiques qui l'assurent. Donc quand on est médecin de secteur 1, conventionné avec la sécurité sociale, c'est-à-dire avec le service public de l'assurance maladie, et rendant une mission de permanence des soins, etc., on est bien
un acteur du service public de la médecine de proximité. Donc je dis simplement, et nous disons à travers ce manifeste, qu'il faut l'organiser et bien le rémunérer parce que c'est une mission d'intérêt général pour la collectivité et ne pas le laisser se dégrader au fil des évolutions conventionnelles, d'un rapport de force, etc. Donc ça prendra du temps, parce que vous dites les jeunes médecins, bon, ils vont venir progressivement sur le secteur. Non, je crois vraiment que si vous offrez un vrai statut de service public, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au-delà de la rémunération à l'acte d'un certain nombre de l'activité des médecins, il faut une rémunération forfaitaire pour leur mission de service public complémentaire, de prévention, de participation à des opérations de dépistage, de veille épidémiologique, de surveillance, de vigilance sanitaire, de participation à une médecine plus collective et de médecine éventuellement dans des zones ou dans des conditions qui sont mal desservies aujourd'hui. Et alors à l'hôpital, cette rémunération, je pense que non seulement les jeunes médecins sont intéressés, et le seront, ça je crois que tout le montre, mais que même les médecins installés peuvent y trouver un grand intérêt. Et pour l'hôpital, en 2 mots, parce que le temps imparti est dépassé, entre les cliniques et l'hôpital alors, comment rétablir le service public à l'hôpital? Nous sommes l'un des pays dans lequel les cliniques sont les plus importantes. Elles sont plus importantes en France qu'aux États-Unis. Donc je crois qu'il faut simplement dire qu'il y a un ensemble de services publics qui a été le service public hospitalier, où les établissements sont entièrement de service public, les établissements publics, les établissements privés participant au service public, et que, par ailleurs, d'autres établissements peuvent concourir au service public, mais à titre subsidiaire, quand les établissements qui se consacrent entièrement à cette tâche ne sont pas suffisants. Ce que prévoit la loi HPST, c'est le contraire. C'est de dire que la plupart des missions des établissements ne sont pas des missions de service public, et que les missions de service public, l'aide médicale urgente, les soins palliatifs, l'enseignement, la recherche, peuvent être attribuées à n'importe quel établissement, qu'il soit public, privé non lucratif ou privé lucratif. S'il y a carence. Non, pas s'il y a carence, justement. La loi dit, le droit commun, c'est qu'elles sont attribuées à n'importe quel établissement et que ces établissements auront une petite partie de service public et le reste, les soins classiques, ne seront pas du service public. C'est une remise en cause de tout ce qui avait été fait jusqu'à présent. Merci. Vous voyez que le débat sera très riche sur les mois à venir et donc vous pouvez retrouver tous ces débats sur le blog du think tank Économie Santé. Merci Didier Tabuteau. Merci.